Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons travailler sous Python avec la librairie Scientist Tools. Le GitHub est là. Voilà. Bon, j'en ai parlé plusieurs fois maintenant, donc je pense que vous connaissez bien maintenant. Et on va s'intéresser au choix, à la détermination du nombre de composantes à retenir dans une ACP. Alors c'est un problème complexe, hein. C'est aussi vieux que la CP, c'est l'Arlésienne, hein. Tout le monde en parle, mais la solution définitive, on la voit toujours pas. Parce qu'en réalité, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y en a pas de solution absolue dans ce domaine-là, parce qu'on n'a pas de référentiel direct. C'est ça. C'est comme en clustering, en classification automatique, mais en réalité, le nombre de groupes, ça reste toujours un problème ouvert. Voilà. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'on a en fait différents outils. Voilà, c'est à nous de de les combiner au mieux, et ça nous donne des indications, pas la solution, mais des indications sur les bonnes solutions, sur la bonne solution en réalité, qu'il faut ensuite conforter avec l'interprétation. Ça passe aussi par là. Alors, là, je suis allé sur la page Wikipédia en anglais, hein, des méthodes factorielles, et il y a un chapitre là-dessus. Voilà. Donc, on va voir les différentes techniques simples qui sont programmées notamment dans Scientist Tools. C'est pour ça que je trouve très intéressant dans ce cadre-là, pour l'ACP, hein. Voilà. Et je voulais aussi vous amener sur les méthodes, sur les approches basées sur les méthodes de Monte-Carlo. Voilà. Notamment l'analyse parallèle qui est là. Hein, on a la page qui est là. Très bien. Et je vais aussi parler du bootstrap. Le bootstrap, qui est aussi une méthode de Monte-Carlo, en réalité, une dérivée des méthodes de Monte-Carlo, qui permet d'obtenir notamment les intervalles de confiance sur les valeurs propres. Parce que les distributions des valeurs propres, on les connaît pas, hein, voilà. Par simulation, on peut avoir une idée justement en utilisant les technologies bootstrap. Donc ces méthodes-là, sont enseignées par ailleurs, mais rarement, on en parle rarement dans les méthodes factorielles. Or, elles peuvent être très intéressantes. Elles peuvent être vraiment intéressantes et elles peuvent également conforter les résultats qu'on peut avoir avec d'autres techniques par ailleurs. C'est ça l'idée, hein. Moi, je pense que quand on fait du traitement de données, ce qui est important, c'est les convergences de résultats. Voilà. C'est ça qui vous donne les bonnes indications, hein. Vous avez deux approches possibles, trois approches possibles qui sont censées faire la même chose. Regardez si les résultats convergent et ça vous conforte, hein, dans votre démarche. En revanche, si les résultats sont totalement très différents, avec des conclusions qui sont totalement divergentes, là, il faut s'inquiéter, là, pour le coup. C'est ce que je pense. Et c'est ce que moi-même j'utilise quand je fais des traitements de données. Voilà. Alors, ce problème-là, j'en parle aussi dans le livre que j'ai mis en ligne. Il est là en anglais, hein. Je vous conseille de le lire quand même, hein. Je vous conseille de le lire parce que il dit beaucoup de choses. Sur la page Wikipédia, là, on dit beaucoup de choses. Et c'est intéressant d'avoir une vue globale. Alors, moi-même, j'en ai parlé dans le livre que j'ai mis en ligne, hein. Le livre, il est là. Voilà, pratique des méthodes factorielles avec Python, avec le site web qui est là, hein. C'est mon site où je mets l'ensemble de mes supports de cours. Et il y a une page qui est consacrée à l'analyse factorielle, hein. Et le livre, il est là, je l'ai ouvert, là, très bien. Alors, justement, il y a des chapitres qui nous intéressent, voilà. Il y a la détermination du nombre de facteurs, bien sûr, avec les méthodes usuelles, très bien. J'en ai parlé ici, hein, détermination de facteurs, il y a différentes approches qui sont là, hein. Vous avez bien vu, hein. Voilà, une règle de Kaiser, voilà, test des bâtons brisés, les règles de Saporta-Spinakis. Et je vais aussi aller plus loin avec les techniques qui sont basées sur des méthodes de rééchantillonnage, sur des méthodes de Monte-Carlo. Notamment, bah, justement, voilà, l'analyse parallèle, mais en utilisant les approches de perturbation aléatoire, voilà, et l'analyse bootstrap. Voilà. Et ça vous donnera une bonne idée des techniques usuelles qui sont utilisées euh, dans ce domaine, hein, de détection du nombre de facteurs, qui reste toujours un problème ouvert, hein. Ça, voilà. Alors, je reviens à Scientist Tools, la page GitHub est là, et on a accès à des notebooks ici. Voilà. Et notamment, j'ai ouvert le notebook sur l'analyse en composantes principales. Voilà. Ça vous permettra aussi de voir. Je vais reprendre à peu près les mêmes idées, sauf que j'utilise un autre jeu de données. C'est ça l'idée, hein. L'intérêt d'avoir des tutoriels sur Internet, c'est que ça vous donne les trames, hein, des démarches. Et ensuite, c'est à vous de l'adapter à vos données, en évitant de faire du simple copier-coller, hein. Je dis ça à mes étudiants. On fait des TD, on travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses, je donne tout le temps les corrigés, et quand on arrive, la séance évaluée, hop, il me ressort ce que j'ai déjà fait en TD. Mais non, non, c'est bien déjà, hein. Mais ce serait mieux d'aller un peu
plus loin, justement. C'est pour ça que je donne tous les corrigés. C'est que vous avez déjà un référentiel, mais c'est à vous d'aller plus loin en combinant les connaissances que vous avez par ailleurs, qui sont larges, hein. C'est vraiment, les étudiants souvent pensent que quand ils sont sur une matière, voilà, c'est un tunnel et on n'en sort pas. Mais non, non, non. On a une matière, mais vous avez des connaissances par ailleurs. Et c'est la combinaison des connaissances qui nous rend performants, hein. Voilà. Petite parenthèse. Voilà. Donc, j'en parle dans le livre ici et j'ai aussi fait des tutoriels, voilà, notamment dans Tanagra 2012, hein, il y a plus de 10 ans. C'est très marrant. Voilà, sur un autre jeu de données, c'est les préférences aux bières cette fois-ci, et je détaille les différentes approches, mais sauf que moi, je le fais sous Tanagra. Alors aujourd'hui, justement, je vais utiliser un autre outil. Ça aussi, c'est l'intérêt, hein. Plus vous savez manipuler d'outils, plus vous ferez facilement la transition vers un nouvel outil. C'est ça qui est important, hein. Il y a des personnes qui me montrent de nouveaux outils que je connais pas. En quelques minutes, je vois à peu près les idées et j'arrive à le manipuler. J'arrive très bien à le manipuler sans problème parce que je sais exactement ce que je veux. Je sais ce que je dois faire. Maintenant, comment faire avec l'outil? Il suffit de regarder un peu quelques requêtes Google, ou même maintenant quelques requêtes chat DPT et boum, vous savez déjà les commandes, vous les avez. Après, comprendre les résultats, ça c'est notre affaire, hein. Voilà. Donc dans ce tutoriel-ci, je parle en détail, hein, de ces approches-là, mais sur un autre jeu de données, justement. Je parle aussi du clustering de variables. Allons-y. Alors, les données que nous avons traitées, c'est les données des protéines, des consommations de protéines dans les pays d'Europe. Voilà. Bon, très bien, c'est un fichier ancien, hein, qui est utilisé notamment, qui est décrit notamment dans le livre de Hand et ses copains là, les petits jets de données pour apprendre à utiliser les méthodes de machine learning. Voilà. Donc là, hein, on a, bon, ça j'ai mis les sources, j'ai mis la description et j'ai mis le fichier de données qui est là. Bon, c'est un fichier de données 73, hein. Donc il y a des pays qui n'existent plus. La Tchécoslovaquie n'existe plus. Elle est scindée en deux parties maintenant. Pareil, l'Allemagne de l'Est, la RDA n'existe plus, hein. Pareil, également, la RFA n'existe plus. On n'a que l'Allemagne. Ils sont réunis pour le coup. Eux, ils sont pas scindés, ils sont réunis. Voilà. Bah, la Yougoslavie, voilà, ça n'existe plus également. Donc, on a les différentes consommations de protéines, enfin les différentes sources pour les consommations de protéines, hein. Le poisson, le lait, la viande rouge, la viande blanche, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Bon, c'est un exercice de style, on est d'accord là-dessus, hein. J'irai absolument pas sur l'interprétation ici. Mais bon, c'est toujours important, quand vous faites un traitement, de regarder les données, de regarder la description des données. Donc là, vous avez une description, là, très bien, et de regarder un peu la conformation des données, hein. On ne manipule pas des choses qu'on n'a jamais vues, c'est pas possible, ça, hein. Voilà. Déjà, ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est que les unités, qu'est-ce que c'est, ainsi de suite. Allons-y. Une fois que c'est dit, donc, on va travailler sur sur l'identification du nombre de facteurs à retenir en ACP, en analyse en composantes principales, en utilisant deux familles de techniques, les techniques directes, si vous voulez, qui calculent des valeurs seuil, et les techniques qui sont basées sur des méthodes de Monte-Carlo. C'est ça l'idée, avec d'une part l'analyse parallèle et d'autre part la méthode Bootstrap. Alors bon, comme d'habitude, tout est prêt déjà. J'ai préparé le notebook et on va commencer par l'importation des données. Donc voilà, hein, je change de dossier, j'importe les données, voilà. La première colonne, c'est les labels, c'est les noms des pays, hein, c'est pas une variable, on est d'accord là-dessus. Donc j'affiche les données, voilà, il n'y a pas de mystère, on a bien le jeu de données qu'on avait. Très bien. Une fois qu'on a ça, très bien, je calcule donc les statistiques descriptives. Alors c'est important les statistiques descriptives parce qu'on verra que tout à l'heure, il faudra s'y repencher. Voilà, très bien, j'ai calculé les stats descriptives. Alors généralement, les étudiants le font de manière très mécanique, mais quand même, regardez, ça vous donne une idée des unités, ça vous donne déjà, ça permet de savoir déjà ces données manquantes. Là, il n'y en a pas, hein. Il y a 25 pays et on a dans chacune des colonnes les 25 éléments, les 25 observations. Très bien. Ensuite, on a les moyennes. Très bien. Donc là également, c'est des fortes disparités. Il faut se poser des questions. ACP normé ou pas normé, hein. Bon. Très bien, on a les écarts types. Si vous avez une écart type égal à 0, ça veut dire que vous avez une colonne de constante. Et là également, vous avez les quantiles, le minimal, le max, voilà, ça vous donne des idées. Et moi, notamment, ce que je regarde, c'est que je regarde s'il y a une forte différence entre d'une part la moyenne et d'autre part la médiane. S'il y a une forte disparité, ça vous donne une idée que ça laisse à penser que la distribution est dissymétrique, hein. Voilà. Donc les statistiques descriptives, c'est pas que mécanique, hein. C'est pas automatique comme les antibiotiques. Il faut absolument les faire, mais une fois que vous l'avez fait, il faut regarder, hein, et voir si ça inspire.
hein, des commentaires. Je vois des étudiants là, vous avez un écart type avec non, donc not a number, ou bien un zéro, et ils disent rien. Bon, l'écart type égale à zéro, mais c'est pas grave. Bah si, si, si. Ça veut dire que c'est une colonne de constante. Il faut la virer, hein. On peut pas tirer d'information. Il n'y a aucune variance. On ne peut pas tirer d'information d'une variable sur laquelle il n'y a aucune variance, hein. Il n'y a aucune variabilité. Bien. Alors, donc ça, on traite les variables de manière individuelle, indépendamment les unes des autres, et pour voir les relations globales entre les variables, on va calculer aussi la matrice de corrélation. Alors, j'ai fait la matrice de corrélation et je l'ai mise sous forme de heatmap. Quand il n'y en a pas beaucoup, ça vous donne une idée. Voilà, et j'ai pris un jeu de couleurs qui part du bleu vers le rouge, et quand la corrélation est faible, en valeur absolue, on a une couleur proche du blanc. Voilà, très bien. Bien, bon, on voit qu'il y a quand même une certaine corrélation. Une autre manière de faire, c'est calculer donc le déterminant de la matrice de corrélation. Plus elle est proche de zéro, plus ça veut dire qu'il y a des redondances dans vos données. Hein, ça, c'est un indicateur très simple, ça. Voilà. Mais bon, là, bon, c'est normal que sur la diagonale, la corrélation égale à 1, la corrélation de variables avec elles-mêmes égale à 1. Voilà. En dehors de la diagonale, on voit bien qu'il y a des corrélations, parfois positives, parfois négatives. Voilà. Il y a quand même aussi, hein, des variables qui sont peu liées entre elles. Par exemple, le poisson et la consommation, la source de protéines par les œufs. D'accord là-dessus. Là également, ça vous donne une idée globale, mais c'est par comparaison par la suite. On verra réellement si c'est intéressant ou pas. Allons-y. Alors, je lance Scientist Tools, hein, un excellent outil pour faire des méthodes factorielles, hein. J'ai découvert ça récemment. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. J'essaie d'explorer les différentes fonctionnalités. Donc, j'importe l'ACP, voilà, et je vais obtenir donc les valeurs propres. Très bien. Donc, je fais une ACP normée, normalise égale à true, voilà, et je fais pas les graphiques, je vais les faire moi-même, les graphiques, hein, pas besoin qu'il affiche tous les graphiques directement. Très bien, donc voilà, on a fait les calculs et on a les valeurs propres ici. Très bien, donc voilà, ok. Donc la question du nombre de facteurs, déjà, va se poser. On est d'accord là-dessus. Est-ce que un, 2, voilà, 3, 4, plus, je sais pas. Généralement, il faut au moins 2. Sinon, les graphiques, vous les faites pas. On est d'accord là-dessus. Mais au-delà de 2, est-ce que la question se pose? Bah voilà. Ça, c'est vraiment une vraie problématique pour le coup. Alors, en réalité, le ACP là, est un objet, donc ACP, la variable ACP est un objet PCA, et donc on peut accéder aux valeurs propres directement. Brut, c'est ce que je fais ici. On peut avoir les pourcentages cumulés, hein, ou voilà, on a ces différentes informations-là. Moi, je m'intéresse à cette colonne-là. Voilà. Alors, bon, on peut faire les boulis des valeurs propres, hein. Je le fais ici, hein, regardez, voilà, et c'est là qu'on va chercher le coude. Donc, c'est une première méthode possible, hein, c'est la recherche du coude. Voilà. Bon, il n'en parle pas ici. Ah, si, si, il en parle ici. On est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Alors, la recherche du coude, très bien, mais est-ce qu'on s'arrête avant le coude ou on prend en compte le coude? Alors moi, je dis généralement, mais il faut voir la valeur propre associée au coude. C'est ça l'idée. S'il est suffisamment élevé, on prend le coude. S'il est bas, on prend pas le coude. C'est à peu près l'idée. Donc là, on voit que 2 peut être une solution parce qu'il y a un coude là, hein. 3 aussi peut-être, hein. Voilà. Mais elle a une forme un peu bizarre, hein, vers la fin ici, hein. Ça, généralement, faut se méfier de ça, hein. Mais bon, là, à vue d'œil comme ça, si on s'intéresse à la règle du coude, on serait tenté de dire soit 2, soit 3. Parce que c'est ce qu'on voit ici, hein. Voilà. Sachant que pour 3, on a une valeur propre quand même qui reste assez élevée, supérieure à 1, justement. Alors, ce qui est très intéressant avec Scientist Tool, justement, c'est qu'il peut afficher les boulis des valeurs propres en mettant les seuils. Nickel. C'est ce qu'on a ici. Hum, et voilà. Donc, un premier seuil possible, c'est 1. Alors, pourquoi 1? Parce que la moyenne des valeurs propres est égale à 1. Déjà, ça peut être un premier indicateur, hein. Très bien. Donc, on prend les valeurs propres qui sont supérieures à la moyenne des valeurs propres. Voilà. Autre élément également, si les variables sont deux orthogonales, si les variables sont deux orthogonales, c'est le cas limite, hein, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation avec les variables entre elles. Voilà. À ce moment-là, on a une matrice de corrélation en réalité qui est une matrice diagonale, la matrice unité, tout simplement. Et donc, on prend comme référence cette situation extrême où il y a aucune relation il y a vraiment aucune relation entre les variables. Elles sont deux orthogonales. Voilà. Dans cette situation extrême, le H0 où il n'y a aucune relation avec les variables, à ce moment-là, on a une matrice de corrélation qui est égale à la matrice unité. Voilà. Et à ce moment-là, donc cette valeur 1 là devient une référence. Alors,
c'est ce que fait Scientist Tools ici, donc il refait voilà, un peu plus joli que moi quand même, hein, mais bon, ça donne la même chose, hein. On voit bien les fameux coudes, et on voit la valeur seuil de 1. C'est intéressant ça. Voilà. Donc là, si on s'en tient à ce résultat-là, effectivement, 3 facteurs. Voilà. C'est un premier point de vue. Mais on voit que le quatrième, il est short, il est juste là, hein. Donc ça tient à un chouïa près. Est-ce que on décide de tout sur un chouïa, sachant que il y a une fluctuation, il y a des fluctuations d'échantillonnage sur les données, hein. Les données, c'est un échantillon de données en réalité, et que donc il y a des fluctuations. Si on refait un échantillonnage dans la population, on peut avoir des résultats légèrement différents. Et donc, du coup, ce 4-là peut passer le seuil de 1. Donc, on a une valeur, c'est comme les limitations de vitesse, hein, ça ne pardonne pas, hein, boum, ça passe ou ça passe pas, hein. Bah là, c'est un peu ça. Voilà. Bon, très bien, mais c'est une indication, c'est une indication. Alors, il y a un autre seuil également qui est intéressant, c'est celui de Carlis Saporta-Spinaki. Voilà. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il prend en compte 2 informations supplémentaires. Un, l'effectif de votre échantillon de données, le nombre d'observations, et d'autre part également le nombre de variables. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est intéressant parce que on, on exploite plus d'informations en provenance des données pour définir la valeur seuil. Bon, dans ce cas-ci, pour le coup, il est assez restrictif, hein. Le seuil est très restrictif. Il- on a une valeur seuil de 3 et on prendrait qu'un facteur. Ah, voilà. En tout cas, donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle tient compte de plus d'informations pour définir le seuil. En revanche, dans notre cas exemple-ci, bon, ça paraît un peu exagéré quand même. C'est à nous d'avoir le recul. Ce ne sont que des outils statistiques. N'oublions pas ça, hein. Ce ne sont que des outils statistiques. Nous, on doit avoir une expertise sur les outils et ensuite relativiser ces résultats en fonction de notre expertise. Hein. Sinon, quand on fait des traitements automatiques, on fait un auto-ML et boum, c'est fini. Hein. Mais non, 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 non. C'est pour ça qu'on fait des formations. Hein. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans les données et qui viennent de notre propre expérience. C'est vraiment important, ça. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un peu discutable. Alors, il y a un autre également, c'est la méthode, c'est le test des bâtons brisés, hein, de Legendre et Legendre. Voilà. Il est très peu connu, c'est une méthode qui est très peu connue, mais en réalité qui tient la route quand on travaille sur des ACP normés. Alors, si on regarde avec le test de Legendre, hein, le test des bâtons brisés ici, avec des valeurs seuil à 5%, parce que c'est un test statistique en réalité, hein. Regardez les références sur Internet, hein, test des bâtons brisés, donc broken stick en anglais, de Legendre, voilà. Et dans Scientist Tools, vous avez directement les seuils. Voilà. Donc là également, c'est un peu comme l'outil précédent, hein, on prendrait qu'un seul facteur. Mais quand même, on voit bien qu'on est très très proche là. On est très très proche. 2, c'est très très proche, ça tient un chouïa. Voilà. Si on change d'échantillon, peut-être que ça va passer au-dessus. 3 également, ça tient un chouïa. 4 également, ça tient un chouïa. Voilà. Après, ça s'écarte un peu. Voilà. Là, après, ici, c'est du bruit, hein. Vu la valeur propre qu'on a là, c'est très faible. Donc, c'est vraiment du bruit, hein, pour le coup. Voilà. Donc, on voit bien que si on le prend brutalement comme ça, sans aucune subtilité, il nous dirait 1. Mais à la lumière du graphique, et c'est pour ça que les graphiques sont très importants. Moi, je dis tout le temps aux étudiants, les graphiques, ce n'est pas qu'un outil de présentation, c'est aussi un outil d'exploration. Et là, si on regarde les valeurs seuil, tout simplement, on dit ça passe pas, vous mettez dans Excel ou n'importe quoi, vous mettez des couleurs rouges quand ça passe ou vert quand ça passe, vous vous en tenez à ça. Mais quand on fait un graphique, on voit bien qu'en réalité, non, 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 c'est pas aussi simple que ça en réalité, hein. On voit bien que, voilà, là, oui, c'est évident, mais là, c'est pas passé, mais il y a matière à discuter. Voilà. Donc ça, c'est les techniques où on a calculé des seuils directement, hein, en utilisant différents procédés. Alors, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est les méthodes de Monte-Carlo. Alors, il y en a une, c'est l'analyse parallèle. L'analyse parallèle, elle est là, hein, donc là, très bien. Et c'est une méthode qui est programmée dans différents outils. Vous avez vu, hein, il est dans des packages de R. Il n'est pas dans, on n'a pas de package pour Python pour l'instant, mais à mon avis, ça va évoluer. Voilà, et on l'a aussi dans les logiciels commerciaux qui ont pignon sur rue, hein. Voilà, je vais pas citer les noms, mais ils sont là. On est d'accord là-dessus. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que on peut comparer. Alors, ça également, j'en parle dans le livre, hein. Je vais revenir parce qu'effectivement, dans le livre, j'en parle beaucoup plus. Analyse parallèle. Donc, l'idée, c'est quoi?
c'est que on veut se comparer à une situation de référence. Je t'écris ça ici. C'est quoi la situation de référence? C'est qu'il n'y a pas de lien entre les individus et entre les individus entre eux et entre les variables entre elles. Voilà. Donc, on a des données totalement aléatoires. Hein. C'est ça la situation de référence. Donc, on va calculer les valeurs propres de cette situation de référence-là et on va comparer ces valeurs propres-là aux valeurs propres que nous avons obtenues sur nos jeux de données. Et on regarde si nos valeurs propres sont significativement, ça également, bon, significativement supérieures aux valeurs propres de la situation de référence. Alors, il y a une première approche possible. La situation de référence, c'est quoi? C'est que je fixe le n nombre d'observations, p le nombre de variables, et ensuite, pour chaque variable, je génère de manière aléatoire des valeurs en suivant une loi normale 0,1. Moyenne 0, écart type égal à 1. Pourquoi 0,1? Parce qu'on va faire une ACP normée. Si on fait une ACP normée, c'est comme si on travaillait sur des données centrées réduites. On travaille avec des données centrées réduites. Donc à ce moment-là, la situation de référence, c'est que on va générer des valeurs aléatoires, des variables aléatoires, suivant une loi normale pour chacune des colonnes, indépendamment les unes des autres. OK. C'est une bonne idée, ça. Donc c'est ce qui est mis dans la liste parallèle. Bon. Alors, du coup, on peut directement les avoir, hein, ces valeurs-là. Donc, je montre ici, hein, l'idée soit là, on le répète suffisamment de fois et on prend la moyenne des résultats. Hein, bien sûr, hein. Donc on va générer plein de fois ces données H0, si vous voulez, hein, sans liaison entre elles. Et ensuite, pour chacune des situations, on va calculer les valeurs propres, voilà, et on va répéter ça suffisamment de fois, et on peut prendre comme valeur seuil la moyenne des valeurs propres. Et c'est ça qu'on va mettre dans le dessin pour savoir si les valeurs propres que nous avons observées sur notre jeu de données est supérieure à cette valeur de référence, à ces valeurs de référence-là. C'est ça l'idée. C'est ce qui est expliqué ici. Mais du coup, si on génère tout le temps les mêmes données, normales 0, 1, voilà, on peut les tabuler en fait, donc les valeurs propres correspondantes. Donc je décris la procédure ici, et effectivement, dans certains ouvrages, on a des tabulations. C'est ce que j'explique dans le livre ici, voilà. Dans le livre de Husson et ses acolytes, là, voilà, justement, on a des tables. J'ai mis le numéro de page ici, hein, de 2009. J'ai mis le numéro de page ici. Elles sont tabulées, les valeurs propres de référence, et ça vous permet, vous, quand vous avez vos valeurs propres, de regarder s'ils sont supérieurs à celles-là. Bref. Alors, c'est une méthode qui marche très bien, hein, on en parle ici, hein, voilà, parallèle analysis, voilà. Mais quand même, il y a un souci. Il y a un souci, c'est quoi? C'est le fait que on va générer comme situation de référence donc des variables qui suivent une loi normale 0,1. Chaque variable. Or, rien ne dit que nos variables suivent une loi normale 0,1. Non, non. On a une observation, on a des distributions sur chacune des variables prises individuellement. Rien ne dit que chacune des variables suit une loi normale. Peut-être que les distributions sont dissymétriques, peut-être qu'on a une distribution uniforme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette analyse parallèle brute-là, elle est très bien, hein, elle marche très bien, on est bien d'accord là-dessus, elle est même tabulée, on a vu, hein, mais il y a quand même un souci, c'est cette restriction-là. C'est pour ça que, effectivement, l'idée de travailler sur des données H0, où il n'y a aucune liaison entre les individus entre eux ou entre des variables entre elles, est une bonne idée, mais travailler sur des données générées par une loi normale, c'est restrictif. C'est pour ça qu'il faut continuer sur cette idée-là, mais utiliser les techniques de randomisation pour générer les données H0. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, c'est quoi l'idée tout simplement? C'est que on veut générer des données H0 sur lesquelles on va calculer des valeurs propres. On veut répéter cette opération plusieurs fois pour avoir plusieurs exemplaires des valeurs propres et on va calculer, par exemple, donc la moyenne de ces valeurs propres-là qui va servir de valeur de référence. Et on compare nos valeurs propres observées par rapport à ces valeurs de référence. Pour générer les données H0, l'idée est très simple. On prend les données qu'on a, on prend chaque colonne de manière individuelle et on va mélanger aléatoirement les données. Qu'est-ce qui se passe? Les caractéristiques des variables ne changent pas. Les distributions de chacune des variables prises individuellement ne changent pas. Voilà. Donc, on ne dénature pas l'information de ce point de vue-là. Vous calculez la moyenne, elle ne change pas. Vous calculez les écarts types, ça ne change pas. Les quantiles, ils ne changent pas. On a la même distribution. Mais comme on a perturbé chaque colonne de manière indépendante par rapport aux autres colonnes, toutes les relations qu'il peut y avoir entre les variables, toutes les relations qu'il peut y avoir entre les individus sont totalement perdues.
Voilà. Et on a bien des données H0 où il n'y a aucune relation entre les individus, il n'y a aucune relation entre les variables. Mais les variables prises individuellement ont gardé leurs propriétés. Donc, on est plus proche des réelles caractéristiques de notre donnée. Mais on a bien des données H0 dans le sens où il n'y a plus de relation entre les individus, il n'y a plus de relation entre les variables. Voilà. Et on va appliquer sur cette procédure, sur ce procédé-là, on va appliquer le principe de l'analyse parallèle. C'est ça l'idée. Et ça marche très bien. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, c'est bon expliqué, hein. Je me vois en cours, là. C'est exactement comme ça que je fais en cours avec les étudiants. Genre, je vois souvent, là, c'est difficile les vidéos parce que je vois pas la tête des étudiants. En cours, je vois la tête des étudiants. Donc, je vois tout de suite si ça va ou ça va pas, hein, si j'arrive à les embarquer avec moi ou pas. Voilà. Mais bon, l'intérêt de la vidéo, c'est que je peux faire la démo et que vous pouvez revenir plusieurs fois pour regarder la démo. Ça, c'est un avantage énorme. Alors, je prends l'outil Shuffle de Scikit-learn. Très bien, voilà. Et pour montrer comment ça fonctionne, je prends une des variables, j'affiche les valeurs. Ensuite, j'affiche Shuffle sur cette colonne. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est les données initiales des 25 pays. J'ai pris la colonne et je les ai shufflées. J'ai mélangé aléatoirement, si vous voulez. Et on voit bien qu'on a bien les mêmes valeurs. On a bien les mêmes valeurs, hein. Le 10.1 se trouve là. Le 8.9 il se retrouve là, ainsi de suite. Voilà. Mais sauf que l'ordonnancement a totalement changé. Voilà. Donc, c'est cette idée-là que je vais appliquer sur chacune des variables prises de manière individuelle. C'est ce que je fais ici. Vous avez vu, hein? Je fais un applet sur chacune des colonnes et je fais un shuffle de chaque colonne prise individuellement avec les valeurs. Faut pas sur la série Panda, hein. La série Panda, elle est indexée. Et donc, il va remettre les index dans le bon sens. Ah, c'est pas bon, ça, hein. Donc, il faut bien faire sur les valeurs. Donc là, j'ai pris les values. Voilà, le vecteur NumPy associé à la série Panda, si vous voulez. Et regardez, j'affiche les données. Et les données sont totalement perturbées. On est d'accord là-dessus. Alors justement, pour voir ça, tac, je prends les données initiales. Elles sont où les données initiales? Elles sont là et je l'affiche un peu ici. Regardez l'Albanie. Voilà. Bah, pour chacune des variables, vous avez des valeurs totalement aléatoires, hein. C'est plus 10.1 qui est la vraie valeur pour Redmit. Non, c'est 8.9 qu'il a mis. Il a mélangé 10.1 là, il est passé ici, de West Germanie. Pour White Meat, voilà, 1.4, la valeur maintenant, c'est 3.7. Voilà, X, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça a deux conséquences, ça. Ça a deux conséquences. C'est que les distances relatives entre les individus sont totalement perturbées, ça part à l'ouest, si vous voulez, et les relations, les corrélations des variables également sont totalement perturbées. En revanche, les caractéristiques des variables prises individuellement ne changent pas. Hein. Regardez, je fais un describe ici. Voilà. Et j'affiche ce que j'avais obtenu tout à l'heure. Voilà. On a bien la moyenne pour Redmit de 8,82. L'écart type ne change pas, 3,34. Et les min et max cantine ne changent absolument pas. Donc, sur chacune des variables. En revanche, les corrélations ne sont pas les mêmes. Regardez. On va afficher les corrélations cette fois-ci. Et voilà. D'accord. Ici à droite, on a les données originelles et voilà les données perturbées maintenant. Il n'y a quasiment plus de corrélation. Alors, on n'a pas une corrélation zéro parce qu'il reste les fluctuations d'échantillonnage. Hein, il y a toujours, on est d'accord là-dessus. Donc, vous générez deux variables au hasard, vous calculez les corrélations. La corrélation est théoriquement égale à zéro, mais observée, elle n'est pas égale à zéro. On est d'accord là-dessus. Hein. Voilà, ben, on le voit bien. Hein. Il y a des artefacts toujours en statistique. Hein. C'est les fluctuations d'échantillonnage. D'accord. C'est un des gros enjeux en machine learning. C'est distinguer ce qui est du bruit et distinguer des patterns, des vraies formes qui lient les individus entre eux et qui lient les variables entre elles. Voilà. Donc voilà. Donc là, effectivement, donc voilà les données H0 où il n'y a pas de relation théoriquement entre chacune des colonnes. Mais de manière observée, on peut avoir du bruit un tout petit peu. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui se passe alors? Pour calculer les seuils avec l'analyse parallèle, avec les techniques de randomisation, hein, voilà, j'utilise les procédés de Monte-Carlo. Donc, je fixe un nombre de répétitions, je crée une matrice pour récolter les valeurs propres, voilà, et ensuite, je réitère. Je vais itérer plusieurs fois où je génère les données aléatoires, voilà, je génère les données aléatoires ici. Ensuite, j'applique l'ACP sur les données aléatoires et je récupère les valeurs propres correspondantes. Et j'ai une grande matrice, voilà, 200 fois. Boum,
Et voilà. Alors ici, j'affiche les 5 premières séries de valeurs propres. C'est rapide, hein, vous avez vu, hein, 0,7 secondes, c'est pas mal, hein, Scientist Tools. Hein. Et voilà, on a les résultats ici. Donc ça donne quand même une très bonne idée hein, de ce qu'on peut obtenir avec la programmation Python. On est d'accord là-dessus. Hein. On va dire, le code, il est rien du tout là. Et pourtant là, je viens de programmer une méthode euh, qui fait l'objet de packages par ailleurs, sous ou ainsi de suite. Comme quoi, savoir programmer, ça aide un peu. Hein. Du coup, je vais prendre comme seuil les moyennes des valeurs propres par colonne. Hein. Voilà, donc les moyennes des valeurs propres pour la composante 1, la moyenne des valeurs propres pour la composante 2, ainsi de suite. C'est ce que je fais ici. Voilà. Et du coup, je peux afficher les seuils. Et voilà. Alors, si on utilise l'analyse parallèle, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, la première valeur, la première composante passe sans problème, haut la main. Voilà. Ensuite, la deuxième passe juste, il y a toujours un artefact, hein. N'allez pas faire une religion d'une différence de 3 dixièmes, on est d'accord là-dessus. Hein. Voilà, très bien. Donc là, la deuxième passe juste, et il reste toujours à poser la question de la troisième et quatrième. Voilà, mais c'est une autre approche. C'est notre approche. Bon, très honnêtement, j'ai quand même beaucoup étudié ces techniques-là. J'ai transcrit ce que j'avais observé dans le livre que j'avais mis en ligne. Bon, c'est pas une panacée, c'est une technique supplémentaire. Moi, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est l'idée de la méthode de Monte-Carlo. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je génère des données H0, voilà, je fais plein de simulations sur ces données H0 avec différentes variables, hein, pour qu'on ait sinon on a tout le temps le même résultat, on est d'accord là-dessus. Voilà. Et ensuite, je regarde ce que j'observe moi par rapport à une référence qui est tirée des données H0. Voilà. Et je regarde si je m'écarte significativement. On est vraiment dans les statistiques là pour le coup. Hein, on est vraiment dans les statistiques. Sauf que on connaît pas les vraies distributions. Et voilà, soit H0, on la connaît pas. Hein, voilà. Mais du coup, on va utiliser des données simulées pour avoir la distribution sur H0 et se comparer à cette distribution-là. Alors, il est d'usage de prendre la moyenne comme référence. J'aurais pu prendre également des quantiles. Comparé à un quantile, hein. Le quantile d'ordre 0,95 par exemple, si on fait un test unilatéral à 5%, des choses comme ça. Voilà, c'est une possibilité. Voilà. Donc, c'est une procédure comme celle que j'avais présentée, hein, celles de Carlis, Saporta, Spinaki, ou bien celle des bâtons frisés, ou bien celle de Kaiser. C'est une procédure supplémentaire. Mais moi, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est l'idée que on peut travailler avec des simulations. Ça, les étudiants le font très peu. Hein. Dans nos filières, c'est peut-être une erreur. On le fait très peu. Moi, en Master 2, justement, j'ai introduit cette idée-là parce que c'est extrêmement utilisé en statistique. Voilà. Et c'est dommage que ce soit pas beaucoup enseigné. On devrait beaucoup l'enseigner en réalité. Hein. Parce que dans très nombreux cas, on ne connaît pas la distribution. On ne connaît pas les distributions, du coup, calculer des valeurs seuil, bah, on peut pas en réalité. Et justement, avec des méthodes de Monte-Carlo, on peut les avoir. Alors là, du coup, on a calculé les distributions sur H0, on a simulé pour avoir les distributions sur H0 et on compare par rapport à des seuils. On a une autre méthode. L'autre méthode, c'est le bootstrap. Donc j'en parle ici, voilà, les méthodes bootstrap. Alors qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? C'est que on veut calculer les intervalles de confiance de nos valeurs propres. Voilà. Pas H0 cette fois-ci, hein, de nos valeurs propres. Et avec les intervalles de confiance, on regarde si elles recouvrent ou pas une valeur seuil. Hein. La valeur seuil de 1, par exemple celle de Kaiser-Gutmann, on regarde si on est supérieur à celle-là. Alors là également, bah oui, mais comment calculer les intervalles de confiance sur une valeur propre observée, sachant qu'on n'a pas les distributions? Voilà. Ben, on peut les obtenir par simulation, en utilisant le bootstrap. Voilà l'idée en fait. Alors bah allons-y. Donc là, on n'est pas des données H0, hein. On va faire des variantes de nos données réelles pour avoir une distribution de nos résultats. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bootstrap? On va partir sur l'idée d'un tirage avec remise cette fois-ci. Donc, on a notre jeu de données, on va tirer le même nombre d'individus, voilà, mais on fait un tirage avec remise. Donc, certains individus vont apparaître plusieurs fois et certains ne seront pas présents dans les données. Voyons ici, regardez, je fais un sample, fraction égale à 1, donc je prends toutes les données, et je fais un tirage avec remise. J'affiche les données. Donc il y a des pays qui se reviennent, par exemple Belgique. Voilà, Belgique une fois là, une fois, Belgique une fois, Belgique une deuxième fois, Belgique une troisième fois, voilà. Et il y a des pays qui sont pas apparus. Alors ici, qui n'est pas apparu, par exemple, bah, la République, la RDA, l'Allemagne de l'Est.
À l'époque, hein, on est en 73, là, on est d'accord. Hein. Voilà. Bah, il n'y a pas la RDA, là, on le voit bien. Voilà. Donc, on fait un tirage avec remise, et on a bien 25 observations. Hein. On fait un tirage avec remise, voilà. Et du coup, on a une variante de notre jeu de données où certains individus apparaissent plusieurs fois et certains n'apparaissent pas. Voilà. Très bien. Donc, on est en train de simuler les fluctuations d'échantillonnage, c'est ça l'idée. Et voilà, avec ça, on va appliquer la CP et on aura une première série de valeurs propres. On réitère ça plein de fois, et du coup, on va avoir des séries de valeurs propres, un ensemble de valeurs propres, plusieurs séries de valeurs propres, et on peut calculer, en calculant les quantiles, tout simplement, on peut calculer donc les intervalles de confiance. Voilà. Sans aucune connaissance sur les distributions des valeurs propres. C'est ça l'idée, hein, par simulation, par une méthode de Monte-Carlo. Allons-y alors. C'est ce que je fais ici. J'ai lancé 500 pour en faire beaucoup. Et on va voir que c'est très rapide, hein, scientifiques tous, pour le coup, sentir haut la main. Et donc, je fais 500, il y a les simulations. Je génère, ici, pour chaque itération, je génère donc les données Bootstrap, voilà, une variante de notre jeu de données, et ensuite j'applique la CP et je récupère les valeurs propres. Voilà, j'affiche les 5 premiers pour le résultat. On va lancer ça. Voilà, c'est super rapide. J'ai fait 500 ACP là quand même. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Il y a 500 ACP là. On est d'accord. Bah, boum, 1,1 seconde. Une fois que c'est ça, je vais calculer les quantiles. Voilà, pour faire des intervalles de confiance à 90%. Donc je prends les quantiles à 5% et à 95%. Ou les percentiles. Très bien. Voilà, très bien. Donc ça, c'est les quantiles à 5%. On va voir ça comme une borne basse de l'intervalle de confiance. Et ça, c'est les quantiles à 95%. Donc la borne haute de l'intervalle de confiance. Qu'est-ce qui se passe alors? Bah, du coup, je vais faire un graphique. Voilà, je vais faire un graphique ici hein, de notre scriptplot là, en affichant en plus les intervalles de confiance. Et paf! Très bien. Et j'affiche la valeur seuil de Kaiser-Gutmann, qui est égal à 1. J'ai expliqué pourquoi le 1 tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qu'on a en bleu, c'est la valeur observée, des valeurs propres sous notre jeu de données initial. Très bien. Ensuite, dans la partie bleutée, là, entre les deux courbes rouge et vert, jaune et, enfin, orange et verte, là, on a l'intervalle de confiance pour la première composante, pour la deuxième composante, pour la troisième composante, ainsi de suite. C'est ça, hein. Vous regardez vertical, là. On est d'accord là-dessus. Alors, on n'est pas exactement au milieu tout le temps. Pourquoi? Parce que rien que dit que la distribution des valeurs propres, elle est symétrique. Personne n'a dit ça. Voilà. On voit d'ailleurs que c'est pas le cas en vrai. Hein. On est d'accord là-dessus, qu'elle change d'une valeur propre à l'autre. On est d'accord là-dessus. Très bien. Et l'idée, c'est quoi? Donc là, hein, là, cet intervalle-là, il a 90% de chance d'avoir la vraie valeur, hein, sachant que la valeur observée, elle est là. Mais dans cet intervalle-là, on a 90% de chance qu'elle contienne la vraie valeur, hein, de valeur propre pour la première composante. Qu'est-ce qui se passe alors pour choisir le nombre de composantes? Ben, l'idée est très simple, c'est tout simplement de voir si l'intervalle ne contient pas la valeur limite. C'est ça l'idée. Donc là, on voit que le premier intervalle est largement supérieur à 1, donc il passe. Le deuxième intervalle est largement supérieur à 2, donc le 2 est validé là. Voilà. Le troisième intervalle contient la valeur 1, donc bah, il ne s'écarte pas significativement de 1 en fait. Hein. Donc on pourrait se dire que la troisième, elle n'est pas elle est discutable, on pourrait ne pas la prendre. Voilà. En revanche, la quatrième, on voit bien que la quatrième, en fait, non. La quatrième, non. Parce que, en réalité, la valeur 1, en fait, elle est vers la borne haute même. Hein. Il la dépasse pas, là. Hein. On est d'accord. Donc, quatrième, là, elle est vraiment supprimée. Donc, le véritable doute qu'il peut y avoir, sous les deux premiers, il n'y a aucun doute. Hein. Ça y est, c'est validé pour le coup, avec cette méthode-là, encore une fois. Hein. N'oublions pas ça. Hein. Voilà. Et le troisième, il peut y avoir discussion. Là, ça apparaît clairement. Là, ça apparaît clairement, alors qu'avec les autres méthodes qu'on avait vues auparavant, c'était extrêmement discutable. La troisième composante, bah là, la troisième reste discutable, on est d'accord, mais quand même, là, pour le coup, on pourrait plus y réfléchir. Voilà. Et en fait, j'ai fait l'étude sous Tanagra lui-même, et en faisant les rotations de facteurs, on voit bien qu'en fait, il y a trois composantes. Moi, je pense, en tout cas, bon, après les différentes analyses que j'ai pu faire, vous avez vu, hein, il y a l'analyse parallèle, il y a le bootstrap aussi dans Tanagra, hein. Mais bon, ils sont aussi très bien faits ici, et avec Scientist Tools, on peut avoir très facilement les résultats. Vous avez vu, quand même une boucle
Tout le monde sait programmer une boucle en informatique, on est d'accord là-dessus. Voilà. Mais bon, après coup, là, j'avais fait les traitements et on se rend bien compte que si en structurant l'information, il y a trois blocs, en fait. Il y a trois blocs, en réalité. Voilà, donc trois composantes, pareil, c'est intéressant ici. Alors, si je fais un petit bilan, la question du nombre de composantes à retenir reste problématique en analysant composantes principales. Voilà. Il y a différentes techniques. Il faut les connaître déjà, voilà, il faut savoir les mettre en œuvre. Ils n'ont pas valeur de religion, hein, c'est pas une vérité absolue. On est d'accord là-dessus. Donc nous, notre intérêt à nous, c'est d'essayer différentes techniques et de voir la convergence des résultats. Alors, il y a les techniques très connues, comme la valeur 1, seuil égal à 1 de Kaiser-Gutmann. Hein, tout le monde dit 1, 1, 1. Il y a d'autres techniques également, celles de Saporta, Spinaki et Carlis. Il y a les bâtons prisés également, qui sont intéressants. Ça, c'est une première famille de méthodes. On calcule directement des valeurs seuil. Et il y a une deuxième famille de méthodes qui me paraît intéressante, c'est celles qui sont basées sur des méthodes de Monte-Carlo, par simulation. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est deux méthodes de simulation. On simule les données H0 et on regarde et on en tire une valeur seuil et on regarde si les valeurs observées des valeurs propres est supérieure à la valeur seuil. Ça, c'est une première approche. Ou bien, on simule des variantes de nos données, voilà, et ça nous permet d'avoir une idée des distributions des valeurs propres. Et créer des intervalles de confiance et on regarde si l'intervalle de confiance se démarque significativement de la valeur, du valeur seuil. C'est une utilisation possible. Voilà. Bah, excellent travail à tous. Alors cette idée, je vais la reprendre un peu plus tard, hein. Voilà, notamment pour la détection de nombre de blocs, de nombre de groupes dans le clustering. Mais bon, pour une prochaine vidéo. Excellent travail à tous.